Que connaissons-nous réellement de notre passé, de notre histoire avec un grand H ? Notre civilisation aime retranscrire, lister, organiser son savoir et ses connaissances. Pour ce qui est de l'histoire, nous avons créé les frises chronologiques, ces magnifiques représentations linéaires du temps passé, marquant chaque événement majeur et reconstruisant ainsi notre ligne du temps. Concernant les derniers siècles, de nombreuses traces matérielles nous permettent de concevoir une histoire cohérente et transmissible. Bien que les écrits soient généralement détournés ou modifiés par les grands vainqueurs et les détenteurs du pouvoir afin de pérenniser leur statut, les grandes lignes restent toutefois relativement correctes et sourcées. Mais pour ce qui se trouve avant ces derniers siècles alors, pour les millénaires, voire les dernières dizaines de milliers d'années qui viennent de s'écouler, comment pouvons-nous aujourd'hui prétendre détenir le savoir de ces temps reculés, de ces époques si lointaines qu'aucune trace écrite ni aucune transmission orale n'a pu parvenir jusqu'à nous ? La réponse est toutefois assez simple, puisqu'il suffit de faire correspondre des découvertes, des traces matérielles, des artefacts, des architectures ou des sites entiers avec ce que nous connaissons déjà. La seule obligation majeure est qu'il ne faut surtout pas que ces découvertes modifient le paradigme officiel en place. Il ne faudrait surtout pas que nous soyons obligés de refaire la fameuse frise chronologique officielle déjà existante. Mais hormis ça, pas de souci. Prenons un exemple très simple. Les murs cyclopéens de Sacsayhuaman au Pérou. En observant ces réalisations titanesques, que constatons-nous ? Sur un seul et même mur, deux types distincts de réalisations sont présents. La base du mur est un assemblage de pierres hétérogènes colossales, de plusieurs tonnes, voire dizaines de tonnes, sans mortier ni ciment, et entre lesquelles il est tout bonnement impossible de glisser ne serait-ce qu'une simple aiguille tant ces pierres s'épousent parfaitement. La complexité de conception, de réalisation, de transport et d'assemblage pose encore aujourd'hui de nombreuses questions à nos meilleurs ingénieurs modernes. Sur le haut du même mur, nous pouvons observer des comblements sur certaines parties, avec des méthodes qui, visiblement, semblent nettement plus simples, plus rudimentaires. Ces remplissages sont réalisés avec des pierres de bien plus petite taille, de quelques dizaines de kilos à peine, assemblées grossièrement, ressemblant davantage à un tas de cailloux plutôt qu'à une architecture pensée et travaillée. De sources sûres, nous savons que le peuple Inca est celui qui a réalisé les remblais, ces constructions grossières censées combler les ravages du temps des murs cyclopéens massifs. Les témoignages des peuples locaux lors de la découverte du site au début du XVIe siècle indiquent que les constructions massives ne sont pas de leur fait et qu'elles étaient déjà présentes quand les Incas sont arrivés sur les lieux. Ils n'ont donc que réemprunté le site en ruine et comblé quelques trous dans les murs tant bien que mal. Mais pour protéger le paradigme historique officiel, ce seront donc les Incas qui ont réalisé ces murs cyclopéens. Était-ce seulement réalisable avec leurs moyens techniques, leurs outils, leurs connaissances ? Non, mais ça colle avec le paradigme, et cette vision finira donc sur la grande frise de notre histoire. Ce sont donc officiellement les Incas qui ont construit Sacsayhuaman, bien que nous n'en ayons aucune preuve, aucun écrit, ni aucun témoignage d'époque. Les observations sont incohérentes, les outils, les méthodes et les connaissances de ce peuple sont insuffisants pour de telles réalisations. Et je ne vous parle même pas des raisons qui les auraient poussés à entreprendre un tel chantier, puisque bien évidemment, ça ne peut être que pour les dieux. L'hypothèse de la forteresse fut avancée, mais si nous partons du principe que la défense est généralement proportionnelle à l'attaque, les ennemis des Incas devaient posséder des armes destructrices surpuissantes pour nécessiter des murs cyclopéens en guise de protection. Notre second moyen pour dater un lieu ou un monument est la datation au carbone 14. Deux problèmes se présentent pourtant. Premièrement, passé 50 000 ans, cette méthode est peu fiable. Secondement,
On ne peut pas l'utiliser pour dater la construction d'un monument ou la taille d'une pierre. Mais qu'importe, les braves scientifiques ne s'arrêtent pas à ça. Puisqu'il faut une date, on analyse des restes organiques trouvés sur le site. Restes osseux ou bois de combustion feront l'affaire. Sans même savoir si ces restes appartenaient aux constructeurs du site en question, on leur attribue donc cette datation. La possibilité que les peuples ayant laissé ces ossements ou ces cendres aient réutilisé ce lieu ultérieurement, plusieurs siècles ou millénaires après sa construction, n'a que peu d'importance, puisque comme ça, nous avons une date, qui, soit dit en passant, concorde déjà mieux avec le paradigme officiel. Notre vision de l'histoire est donc totalement faussée, ne reposant que sur les hypothèses concordant avec l'idéologie en vigueur, ce fameux paradigme historique. Cela ne concorde ni avec les observations de terrain, ni avec les informations et les connaissances des différents corps de métier nécessaires à la réalisation de ces monuments. Il est vrai qu'un archéologue n'a nullement besoin d'un architecte, d'un ingénieur ou d'un tailleur de pierre pour savoir comment une construction est réalisable. Après tout, ils ont leurs petits dessins. Maintenant, imaginez une seconde, juste une seconde, que notre civilisation disparaisse soudainement et que, dans quelques milliers d'années, une nouvelle humanité découvre les restes que nous aurions laissés. Imaginez maintenant la vision que cette nouvelle civilisation aurait de la nôtre, de notre histoire, de notre vie, si elle appliquait les mêmes principes de recherche et d'affirmation que nous le faisons aujourd'hui. C'est trop flou pour vous ? Alors, suivez-moi et laissez-moi vous raconter la grande histoire de la mythologie du futur. Année 2030. Un astéroïde gigantesque franchit l'orbite de Jupiter. Tandis que l'humanité ignore la menace qui pèse sur elle, les scientifiques déterminent la trajectoire de ce corps céleste, qui sera nommé Cerbère. Il s'agit d'un géocroiseur mesurant plus de 70 km de long. Ayant été découvert bien trop tard, rien ne pourra l'empêcher de venir s'écraser sur Terre. Les élites dissimulent l'information pour éviter tout mouvement de panique. Moins de 3 mois après sa découverte, Cerbère frappe la Terre et s'écrase dans l'Atlantique Nord, au large des côtes canadiennes. Le souffle de l'explosion détruit tout, du Mexique aux côtes européennes. Une série de raz-de-marée déferle sur l'ensemble du globe, submergeant les côtes de la planète sur plus de 200 km à l'intérieur des terres, éradiquant près de 60% de la population. La poussière de l'explosion, associée à la vapeur dégagée lors de l'impact, génère un nuage épais qui se répand en seulement quelques jours sur l'ensemble du globe, bloquant la lumière du soleil et plongeant la planète entière dans un hiver nucléaire. En moins de 2 semaines, la technologie humaine basée sur l'électricité ne fonctionne plus, faute de personnel qualifié pour faire fonctionner les centrales et le réseau de distribution. En moins de 3 mois, l'ensemble des réserves de nourriture sont épuisées, faisant sombrer les quelques millions de survivants dans une famine planétaire. 6 mois après l'impact, l'hiver nucléaire est toujours présent, empêchant toute photosynthèse et entraînant une baisse brutale des températures. Toute la végétation du globe a disparu. La totalité du bétail de l'humanité n'est plus et les animaux sauvages peinent à survivre. Les survivants s'entretuent, se déchirent pour la moindre miette de nourriture. Le cannibalisme sévit, faisant fondre le nombre de survivants comme neige au soleil. En moins de 10 mois, la population mondiale d'êtres humains est passée de plus de 8 milliards à moins d'1 million. 1 an après l'impact de Cerbère, seuls quelques petits groupes d'individus parviennent tant bien que mal à survivre, disséminés sur la planète. L'humanité n'est plus. Tout a disparu. La technologie, le confort, les connaissances ne sont déjà que de vagues souvenirs. La priorité des survivants ? Vivre, quoi qu'il arrive. Ils doivent tout recommencer, apprendre à cultiver, à construire, à vivre ensemble, à se développer, à prospérer. Tandis que l'hiver nucléaire se dissipe,
mois après mois, la population se stabilise. Les traces de notre civilisation ne sont déjà plus. Nos immeubles d'acier et de béton sont retournés à mère nature. La végétation reprend sa place, submergeant la moindre parcelle de terrain et ensevelissant chaque trace de notre passage sous un épais feuillage de lianes et de branches, effaçant en quelques siècles ce que nous pensions éternel. Le temps passe, les années, puis les siècles et les millénaires. De nos constructions, routes, immeubles, usines, il ne reste que des fondations, profondément enfouies dans le sol, sous la domination de la végétation sauvage. Nos innombrables satellites ont petit à petit disparu, s'écrasant sur Terre ou disparaissant dans le cosmos. Seules les structures immémoriales de notre planète persistent encore. La Grande Pyramide, les murs cyclopéens, les mégalithes sont les dernières traces de réalisation à la surface de la Terre. Mais sont-elles seulement de nous ? Les quelques humains qui ont survécu forment des clans, des villages, puis de petites villes. On y propage encore des traditions orales concernant cette civilisation disparue, il y a des millénaires, qui aurait parcouru le monde, colonisant chaque territoire de la planète, possédant une technologie très avancée et ayant même conquis l'espace. Pour cette nouvelle humanité naissante, ces mythes semblent idylliques. Ces souvenirs du passé se transmettent de génération en génération, au fil des âges, accompagnant cette nouvelle humanité comme un savoir ancestral. « 5000 ans se sont écoulés depuis que Cerbère est entré en collision avec la Terre. Les quelques survivants sont parvenus à reconstruire une nouvelle civilisation, prospère et stable. Chose qui semblait impensable en 2030, les hommes ont appris de leurs erreurs. Ils ont développé une société basée sur le partage, l'entraide et l'harmonie avec la nature. Ils ont réappris les sciences, l'écriture et ont développé une technologie simple afin de subvenir uniquement à leurs besoins et non à leurs envies. Nous sommes donc en l'an 7030 et l'humanité ressort plus forte que jamais de cette épreuve. Si Cerbère avait tenté de détruire notre civilisation, c'est elle le phénix qu'elle a ressurgi de ses cendres. Mais cette nouvelle civilisation, que nous appellerons néo-humanité, s'interroge sur son passé, sur ses origines. Alors elle cherche, elle fouille, elle analyse et finit par découvrir de nombreux restes, de nombreuses traces d'une civilisation ancienne, très ancienne, remontant à des millénaires. Notre civilisation. Pour ces hommes du futur, nous sommes le peuple primordial. Les archéologues de la néo-civilisation, malgré les millénaires qui nous séparent, sont toutefois soumis au même paradigme que les nôtres. Et ils opèrent donc de la même manière, avec les mêmes procédés. Vous vous demandez ce qu'ils pensent de nous, de notre histoire, de notre vie ? Eh bien, regardez ce petit reportage édifiant, présenté en 7030 dans les écoles aux élèves de 10 ans. Les légendes et les mythes de notre société remontent à des millénaires. Cette tradition orale fait mention d'une civilisation antique ayant vécu sur Terre il y a des milliers d'années. Les Adamiques, tels qu'ils sont appelés dans les traditions orales, auraient été un peuple à la culture très riche. Ils connaissaient l'écriture, l'agriculture et l'élevage. Ils auraient développé une technologie avancée, parvenant même, d'après les légendes les plus anciennes, à voyager dans l'espace et à marcher sur la Lune. Bien évidemment, nous n'avons aucune trace factuelle de l'existence de cette civilisation adamique. Mais les recherches récentes menées dans les zones 260777 et 030983 nous ont permis d'en apprendre énormément sur les civilisations primitives qui peuplaient notre planète il y a plus de 5000 ans. Les civilisations primordiales.
Les quelques traces retrouvées de cette humanité naissante nous démontrent que les primordiaux possédaient une grande culture spirituelle, polythéiste, adorant de nombreux dieux. Affiliés aux différents éléments naturels ou à certaines activités urbaines, les dieux primordiaux possédaient toutefois une singularité. Leur dénomination ne comportait pas de syllabes, comme pour les prénoms communs, mais uniquement une succession de lettrages. Il s'agissait pour les peuples de cette époque d'une forme de respect envers ces divinités, les plaçant ainsi au-dessus des dénominations des hommes, comme un symbole divin. Parmi les dizaines de cultes du panthéon de la civilisation primordiale, les plus importants étaient dédiés aux divinités majeures, telles que les dieux EDF, SNCF, RATP et BMW. Le site 0710-2020 nous a notamment permis de découvrir un ensemble complet de lieux de culte au dieu EDF. Enfouis à plus de 10 mètres sous terre, les archéologues ont mis à jour le plus grand temple connu dédié à cette divinité. EDF était le dieu de la foudre, des éclairs et de l'électricité. Cet élément primaire était associé chez les primordiaux à la domination de la nature par les hommes. Afin de témoigner toute l'importance que ce dieu avait à leurs yeux, les primordiaux construirent en ce lieu un complexe religieux colossal. Les fondations de 2 tours gigantesques furent ainsi retrouvées, d'un diamètre de 130 mètres pour une hauteur estimée à plus de 160 mètres. Les archéologues pensent que des feux de bois étaient générés à l'intérieur de ces édifices, afin de faire naître une épaisse fumée dans le ciel, symbolisant la naissance des nuages générateurs de foudre. Les fondations de cette structure ont également démontré la présence de nombreuses barres métalliques plantées à la verticale et dirigées vers le ciel. Nous ne savons toujours pas exactement à quoi pouvait bien servir ce lieu, mais il s'agirait soit d'une sorte de parafoudre afin de capter la colère du dieu EDF, soit d'une immense cuve sacrificielle où des bovins et autres animaux auraient été sacrifiés à la divinité. Un fait particulièrement troublant reste toutefois encore à élucider. Les mesures de radioactivité de ce site sont tout simplement hors normes, près de 10 000 fois plus élevées qu'à la normale. À quelques kilomètres de ce site se trouve le plus grand sanctuaire que nous ayons retrouvé dédié au dieu SNCF. Il était le dieu des transports et des voyages. Les primordiaux étaient de grands voyageurs. Cette divinité s'inscrit donc naturellement parmi les plus importantes de leur panthéon. Les fondations d'un immense complexe ont été découvertes. La structure, initialement couverte, s'étendait sur une superficie de plus de 100 000 mètres carrés, où la population venait afin de s'assurer un bon voyage et les bonnes grâces du dieu SNCF. Des dizaines de structures de transport terrestre semblent desservir ce temple, se déployant comme des racines dans d'innombrables directions. Il s'agit d'énormes barres en métal, placées au sol de manière parallèle, sur lesquelles les primordiaux se déplaçaient lors de leurs voyages de longue distance. Quelques-uns de ces chariots furent retrouvés aux abords du temple. Il s'agissait d'un plancher roulant en métal posé sur les rails menant au temple, surmonté de 4 ou 5 sièges que les primordiaux propulsaient latéralement en prenant appui sur des barres en bois ou en métal. On estime que ces véhicules primitifs pouvaient atteindre une vitesse de plus de 20 km/h, une fois élancés et propulsés par la force motrice des occupants. La découverte de ces 2 lieux sacrés pour la civilisation antique primordiale démontre leur maîtrise en métallurgie et en architecture. La réalisation de tels monuments, pouvant atteindre plus de 60 mètres de haut et couvrir plus de 100 000 mètres carrés de surface au sol, témoigne de l'importance qu'ils accordaient aux dieux et de la place prépondérante de ces multiples divinités au sein même de la société de cette époque. Toutes ces découvertes et ces recherches nous prouvent que la civilisation primordiale a connu un développement très important il y a 5000 ans, à la fois dans sa structure sociale et dans les multiples réalisations qui nous parviennent encore aujourd'hui.
Mais la réalité est malheureusement très éloignée des mythes et légendes des anciens temps. Aucune technologie de pointe n'a jamais été retrouvée, aucune trace de présence sur l'ensemble du globe, aucun texte relatant des voyages dans l'espace ou des engins envoyés sur la Lune. Si la grande civilisation primordiale n'avait pas soudainement disparu il y a 5000 ans, probablement suite à la chute d'une comète, il est possible que son développement l'aurait conduit au niveau technologique que mentionnent les légendes. Mais les traces que nous retrouvons aujourd'hui nous prouvent que les récits mythologiques sur la civilisation primordiale sont loin de rejoindre la réalité des faits. Voici donc la manière dont notre propre histoire pourrait être perçue par un peuple du futur, qui utiliserait les mêmes procédés intellectuels que nous pour écrire l'histoire. Si je conviens qu'il ne s'agit là que d'une belle fiction, vous conviendrez de votre côté de la possibilité de ces propos, du moins dans la manière dont nous actons nous-mêmes notre propre passé. Tout ceci devrait nous pousser à nous interroger sur cette fameuse frise chronologique officielle qui nous est présentée, sur ces temps antiques gorgés de mystères, où chaque réponse semble soulever plus de questions que de vérités.